Salam alaikum. Dans le cadre des révisions, dans cette séance vidéo, on va voir les ondes lumineuses. Qu'est-ce que ça veut dire une onde lumineuse? Une onde lumineuse, c'est une onde progressive, sinusoïdale, électromagnétique et n'est plus mécanique comme les cas précédents. Parce que, tout simplement, elle peut se propager dans le vide. Par contre, les ondes mécaniques nécessitent un milieu matériel pour se propager. Donc, je vais écrire cette définition. Donc, onde lumineuse, définition. Onde progressive, sinusoïdale, électromagnétique. Donc voilà la définition. Les types des ondes lumineuses, il y a deux types. Le premier type, ce sont des ondes lumineuses monochromatiques. Et les autres, ce sont des ondes lumineuses polychromatiques. Qu'est-ce que ça veut dire une onde lumineuse monochromatique? Une onde lumineuse monochromatique est une onde constituée d'une seule radiation qui a une fréquence donnée. Donc, elle est constituée d'une seule couleur. Par contre, polychromatique, il est constitué de plusieurs radiations, ça veut dire de différentes fréquences. Donc, il est constitué tout simplement de plusieurs couleurs. Un exemple. L'exemple le plus vécu, c'est la couleur blanche. La couleur blanche, c'est une onde polychromatique. Donc, je vais signaler cette remarque. Donc, onde lumineuse monochromatique et onde lumineuse polychromatique. Donc, les ondes lumineuses monochromatiques, elles sont constituées de plusieurs radiations d'une fréquence donnée, donc constituées d'une seule radiation. Ça veut dire une seule couleur. Par contre, la deuxième, polychromatique, elle est constituée une onde constituée de plusieurs radiations de fréquences différentes, ça veut dire donc une seule, ici je vais rectifier, une seule radiation, ça veut dire une seule couleur. C'est plusieurs radiations, ça veut dire plusieurs couleurs. Plusieurs couleurs. L'exemple des ondes polychromatiques, c'est la couleur pour l'onde blanche. La couleur blanche. Puis, étant donné on a signalé les radiations, donc je vais donner le domaine des radiations pour les ondes lumineuses. Donc, domaine de radiation lumineuse. Pour les radiations lumineuses, je vais donner ce domaine en fonction de lambda, la longueur d'onde. La longueur d'onde dans vers haut dans le vide. Je vais le donner en nanomètres. Donc la longueur d'onde est donnée en nanomètres. On a de 400 à 800 nanomètres, ce sont des radiations ou des ondes lumineuses visibles. Pour
Pour la petite longueur d'onde, elle correspond à la couleur violet. Violet. Je m'excuse, violet. Pour la grande longueur d'onde, elle correspond à la couleur rouge. Elle est approximative. La longueur d'onde de la couleur rouge est approximative de 800 nanomètres. En bas, on parle des donc du ultraviolets. Au-dessus de 800, on parle des infrarouges. Donc voilà le domaine des radiations lumineuses. Cet intervalle-là contient les rayons lumineux visibles. En bas, on a les ultraviolets. Au-dessus, on parle des infrarouges. Maintenant, on va parler de la célérité et la longueur d'onde et la fréquence. Donc, célérité, puis longueur d'onde et finalement fréquence. Je vais partager ces éléments, je vais les classer sous deux formes ou deux catégories. Étant donné, je parle d'un résumé, je ne fais pas de cours, mais je fais un résumé. Pour les célérités et les longueurs d'onde et les fréquences, on a deux cas. On a soit on travaille dans le vide ou dans l'air. Les caractéristiques des ondes lumineuses dans le vide sont proches à celles dans l'air. Donc on dit qu'ils sont égaux. Par contre, au lieu de parler du vide et de l'air, je vais parler d'autres lieux de propagation de la lumière. Comment s'appellent ces lieux? Ça s'appelle des lieux transparents. Donc, milieu transparent ou lieu transparent. Milieu transparent. D'autres milieux transparents qui sont différents, qui ne sont ni vides ni air. Par exemple, le verre. Par exemple, l'eau. Par exemple, le plastique. Donc, un milieu qui est tout simplement transparent, ça veut dire qu'il permet, qu'il laisse la propagation de la lumière. Pour le cas de la célérité, lorsqu'on parle du vide et de l'air, on la note C. Pour les autres milieux, on la note V. Pour les longueurs d'onde, lorsqu'on parle du vide ou de l'air, on la note la longueur d'onde. On la note dans ce deux milieux lambda 0 et dans les autres milieux, on la note lambda. Une autre chose, pour les fréquences, la fréquence, c'est la même. Donc N, O, mu, O, F. L'essentiel pour moi. Lorsque je trouve dans une donnée ou dans un texte C, ça signifie la célérité de quoi? De la lumière ou dans le vide ou dans l'air. Si je trouve lambda 0, ça veut dire la longueur de mon onde lumineuse, soit dans l'air ou dans le vide. Donc, dans la notation, il y a une différence entre les notations utilisées pour l'air ou le vide et les autres milieux transparents. Pour la comparaison, toujours la grande vitesse de la lumière, ça existe dans le vide ou dans l'air. Toujours C, ça veut dire la vitesse de la lumière dans l'air ou dans le vide, elle est supérieure à d'autres vitesses dans d'autres milieux. La même chose pour la longueur d'onde. La longueur d'onde d'un rayon lumineux, lorsqu'il se propage dans l'air ou dans le vide, et la longueur d'onde, lorsqu'il passe à un autre milieu de propagation, un milieu transparent, sa longueur d'onde diminue. Donc toujours j'ai toujours la longueur d'onde de la lumière et elle est toujours supérieure dans ces deux milieux. Par contre, la fréquence, elle est toujours constante. Donc la fréquence des ondes lumineuses, elle est indépendante du milieu de propagation. Pour nous, on doit
Donc, se rappeler de ces 4 caractéristiques. Pour la démonstration, la justification de ces 2 classements, je vais le donner en se basant sur ce qu'on appelle l'indice de réfraction. Donc, je passe pour parler de l'indice de réfraction. On le note N. De la même manière, on a dit qu'on fait de résumé. Donc je vais vous donner les manières ou les méthodes pour le calcul de N, l'indice de réfraction. N égale C sur V, l'indice de réfraction d'un milieu de propagation de la lumière. Par exemple, N vers l'indice de réfraction de verre, c'est C sur la vitesse de propagation de la lumière dans le verre. Bien évidemment, C, je vais le noter ici. C, c'est constant, c'est 3, 10 à la puissance 8 mètres seconde moins 1. C'est une donnée qui est fixe. Je vais passer pour voir la deuxième méthode de calcul de N. N, je peux la calculer d'une autre façon. Lambda 0 sur lambda. Donc, je vais donner la démonstration de cette équation. Donc, un rappel. J'ai N qui est égal C sur V. Étant donné que je parle des ondes sinusoïdales, donc périodiques, donc C sera égal le produit de la longueur d'onde dans l'air ou le vide, qui est noté lambda 0, multiplié fois la fréquence de cette onde. C'est là, c'est lambda dans ce milieu-là, que je note lambda, multiplié fois n. Je simplifie par n et j'aurai finalement lambda 0 sur lambda. Donc n égale aussi lambda 0 sur lambda. Une remarque avec. Donc remarque. On a dit C il est strictement supérieur à V. C'est strictement à V. Donc n elle est strictement égale strictement à 1. Donc on a note strictement égal à 1 parce que lorsqu'on parle de n de R, n, l'indice de réfraction de l'air est égal à 1. Donc il est strictement égal à 1. Donc j'aurai lambda 0 sur lambda est strictement égal à 1. Donc lambda 0 est strictement égal à lambda. Et si j'ai mis, il est strictement supérieur parce que j'ai éliminé l'air dans cette liste. Maintenant, une autre méthode. Vous pouvez, dans une question, on vous demande de calculer l'indice de réfraction d'un milieu tel. Ils n'ont pas donné ni C ni V, ni lambda 0 ni lambda, mais ils ont donné cette forme d'équation. Elles ont donné cette forme d'équation. N égale à une constante plus B sur lambda au carré. Donc, à partir des données qui ont été données dans l'exercice, ils vont donner A, elles vont donner A et B, vous n'avez qu'à faire l'application numérique et vous allez trouver l'indice de réfraction. Pour moi, le message à transmettre que pour l'indice de réfraction, on peut le trouver de 3 façons différentes en fonction des données de l'exercice. Maintenant, je vais passer pour voir le phénomène de diffraction de la lumière. Phénomène de diffraction de la lumière.
On a déjà parlé de ce phénomène dans les ondes périodiques. On a dit que lorsqu'on a des ondes périodiques linéaires qui traversent un obstacle contenant une fente, on peut avoir ce phénomène-là lorsque une condition qui est la longueur d'onde est supérieure à la largeur de l'ouverture, on aura ce phénomène. Donc la condition, pour parler du phénomène de diffraction, c'est la longueur d'onde, par exemple, condition. La longueur d'onde doit toujours être supérieure à l'ouverture de la fente. On va voir l'ouverture de la fente dans les explications. Maintenant, je vais voir ce phénomène-là de la même manière sur trois formes. On peut réaliser ce phénomène de diffraction, on peut réaliser l'expérience de diffraction en utilisant une lampe laser envoyée vers un obstacle contenant une fente ou une ouverture et juste devant, on a un écran. Donc, obstacle, puis écran. Donc, on fait envoyer le rayon lumineux. Ici, on aura des taches lumineuses. Je vais essayer de les représenter d'une façon plus claire. Au lieu d'utiliser ce système expérimental, je peux utiliser un autre système expérimental constitué d'une lampe laser. Au lieu d'utiliser un obstacle contenant la fente, je vais utiliser un fil fin. Fil fin. Et juste devant, j'aurai un écran dans lequel je vais visualiser les tâches obtenues par ce phénomène. Donc, fil fin. Le troisième cas expérimental, je peux utiliser une source de la lumière, lampe laser. Ici, un obstacle. Au lieu de contenir une fente longitudinale, il va contenir un trou. Donc, normalement, le trou, il a un diamètre qui est très petit. Donc, lorsque le rayon laser passe à travers le trou, je vais constater l'existence des taches. Vous m'excusez, vous allez constater des taches circulaires dans l'obstacle. Donc, on a trois systèmes expérimentaux. Source, obstacle contenant une fente, plus écran. Source, plus un fil fin, écran. Ou source, plus un écran contenant un trou et un écran. Pour les deux premiers, ce premier cas et le second, on aura des tâches qui sont longitudinales. Au vertical. Par contre, ici, on aura des tâches circulaires. Pour l'étude, on va étudier le cas A et le cas B. Donc, les relations qu'on va voir à la suite, ce sont des relations concernant le cas A et le cas B. Ce cas et ce cas. Le troisième cas, on ne va pas le voir dans ce résumé. La première des choses qu'on va voir, je vais représenter ce système-là, je vais me baser sur ce système pour expliquer ce phénomène. Voilà une lampe laser qui émet un signal lumineux
qui traverse un obstacle contenant une fente, c'est-à-dire une ouverture, ici, j'aurai la formation de phénomène de diffraction. Voilà l'écran. J'essaie de rendre ma représentation plus claire. L'essentiel pour moi, ici, je vais dresser une droite qui passe par le centre de la tâche centrale et je note ici un angle θ. CG perpendiculaire. La droite qui est en rouge, elle est normale, ça veut dire perpendiculaire à la tâche centrale. Je vais représenter cette forme. Voilà la tâche centrale qui est noircie, coloriée en bleu. Voilà la source fictive. Donc voilà O, O. Voilà θ. θ. Donc θ s'appelle angle de diffraction. Dans les devoirs, on demande de définir θ. θ, c'est l'écart angulaire entre le centre, voilà le centre de la tâche centrale et une de ses extrémités, soit l'extrémité haute ou l'extrémité basse. Donc, écart, on devait se rappeler de cette définition, écart angulaire entre le centre de la tâche centrale et une de ces deux extrémités. Très bien, donc on a donné les définitions de θ. θ, elle est en radian. Je vais le noter ici, elle est en radian. Maintenant, je vais donner deux remarques. La première remarque, souvent lorsqu'on a ce phénomène à traiter dans un exercice, il nous demande de donner le nom de cette expérience ou le nom de ce phénomène. Comme réponse, je dis que c'est un phénomène de diffraction ou une expérience de diffraction. Puis, la question suivante, ils me disent, elle montre quoi? Ce phénomène ou cette expérience de diffraction montre la nature ondulatoire de la lumière. Ça veut dire quoi? D'après cette expérience, on a déduit que la lumière, ce n'est qu'une onde. Pourquoi? Parce qu'elle a subi ce phénomène qui a déjà été subi par les ondes mécaniques. Donc, ce phénomène, la première remarque, cette expérience ou ce phénomène montre quoi? Montre la nature ondulatoire de la lumière. La deuxième remarque, c'est que la direction soit du fil ou de la fente sont toujours perpendiculaires
à la direction de la tâche centrale. J'ai ici le fil, ici. Je m'excuse, ce n'est pas le fil ici. Voilà le fil. Je vais les dessiner en noir. Voilà le fil. Et voilà les tâches. Comment sont-ils ces deux directions? Celle-là, elle est de direction Y, Y', et l'autre, elle est de X', X. La même chose ici. La direction de la fente, c'est vertical Y, Y', et pour les tâches, elles sont horizontales de direction X', X. Ce sont deux directions verticaux. Si le fil est horizontal, les directions des tâches sera verticales. La même chose pour le premier cas. Donc, je dis que direction de la fente, voilà la fente, ou l'ouverture de la fente, ou de fil. Comment elle est? Elle est perpendiculaire à la direction, perpendiculaire à la direction de la tâche. Des tâches à la direction des tâches lumineuses. Des tâches lumineuses. D'accord. Donc, après avoir vu ces deux remarques, je vais donner la relation entre θ et ces deux grandeurs. Pour A, je reviens ici, A, je peux le signaler ici, A, c'est l'ouverture de la fente. Voilà A. A, c'est l'ouverture de la fente, ou le diamètre de fil. Donc, je peux ajouter ici, lambda doit être supérieur à l'ouverture de la fente ou elle devait être supérieure au diamètre du fil au cas où on travaille sur des fils fermes. Donc maintenant, je vais donner une relation qui lie la longueur d'onde et A ou la longueur d'onde IT. Donc on a donc θ, donc angle de réfraction, angle de diffraction, θ égale lambda sur A, si on travaille avec une ouverture. Ou, il peut être égal lambda sur le diamètre du fil si on travaille avec un fil. Donc, celui-là est toujours en radian. Je vais donner un exemple des exercices ou des questions qu'on trouve souvent dans les devoirs et des examens. Exemple. Donc, un exemple qui traite cette relation. Une autre remarque, cette relation, on ne peut pas, donc dans cette année-là, on ne va pas faire sa démonstration. C'est une donnée expérimentale, ça veut dire on peut l'expliquer ou la justifier expérimentalement dans le laboratoire, mais mathématiquement, analytiquement, on ne peut pas la démontrer pour cette année-là. Donc, je vais un exemple dans lequel je vais chercher la valeur de la longueur d'onde. Exemple. Dans une expérience de diffraction, on a utilisé des obstacles contenant des fentes. On varie ces obstacles-là. Chaque obstacle contient une ouverture avec une valeur de A différente. Ça veut dire on change les obstacles, ça veut dire qu'on aura 1 sur A qui change. Puis on mesure θ. On fait permuter les obstacles, ça veut dire j'utilise un obstacle qui a une ouverture A, je mesure la valeur de l'angle 2,
Au cours de l'expérimentation ou de l'expérience, on a eu cette courbe qui est linéaire. Je vais donner des valeurs. D'abord, je vais noter ici les valeurs de 1 sur A qui sont en millimètres moins 1. J'ai moins 1 parce que la dimension, elle est au-dessus de la ligne. Donc, j'ai un moins 1. Ici, je vais mettre les radians. Pour les valeurs, je vais utiliser par exemple ici 9, 0,9, pourquoi pas. Ici 2, pourquoi pas. Ici, je vais mettre 10 à la puissance moins 3. Donc, pour les valeurs de θ, elles sont de grandeur, donc 10 à la puissance moins 3. Pour les valeurs de la dimension, elles sont en millimètres. Donc, 0, 1,8, puis 4, et ainsi de suite. Je vais essayer de faire correspondre ces deux valeurs. Donc, la question demandée, donc, premièrement, calculer tout simplement lambda. Donc, la question demandée, c'est de trouver la valeur de lambda. Donc, solution. Mathématiquement, j'ai θ qui est égal à k, une constante, multipliée fois 1 sur a, égale à k fois 1 sur a. C'est une fonction linéaire. C'est graphiquement. Donc la lecture graphique de cette courbe. On a, d'après le cours, que θ égale lambda multiplié fois 1 sur a. Donc j'ai déjà une autre équation dans mon cours qui lie θ avec 1 sur a, dans laquelle j'ai ici lambda. Ça veut dire lambda, c'est le coefficient directeur de cette droite. Pour la résolution de cette équation mathématique, il y a plusieurs méthodes. On a le choix de choisir n'importe quelle méthode. Pour moi, la méthode la plus simple, je laisse mon équation comme ça. Je cherche un point dans mon équation, dont les coordonnées sont lisibles dans le graphe. Je les remplace dans mon équation et je déduis la valeur de lambda. Je ne vais rien toucher ici. Je vais prendre ce point-là. Quelle est la valeur de sa θ? C'est 0,9. 10 à la puissance moins 3. Je laisse lambda à sa place. Multiplier. Quelle est la valeur de 1 sur A? 1 sur A, c'est 2. Quelle est son unité? C'est millimètre moins 1. Je suppose que si j'ai le millimètre, je devais multiplier cette valeur fois 10 à la puissance moins 3. Mais je n'ai pas le millimètre, j'ai le millimètre moins 1. Donc je vais enlever ce moins-là. Lorsque je convertis le millimètre en mètre, je multiplie fois 10 à la puissance moins 3. Lorsque je convertis le millimètre moins 1 en mètre, je multiplie fois 10 à la puissance 3. Maintenant, c'est simple, la résolution dans mon équation, il est simple. Donc lambda égale 0,9 multiplié 10 à la puissance moins 3, le tout sur 2 10 à la puissance 3, qui va donner 0,45 10 à la puissance moins 6 mètres, qui est égal à 4,5 10 à la puissance moins 7 mètres. Voilà la solution de l'exercice ou de la question. La question suivante. La question suivante, est-ce que ce rayon lumineux de longueur d'onde 4,5 que tu as trouvé à partir de cette étude-là est un rayon lumineux visible ou non? Donc, pour moi, pour juger que mon onde lumineuse est visible ou non, je devais convertir cette longueur en nanomètres. Donc, j'ai lambda qui est égal en nanomètres. Je devais ici multiplier fois 100 et diviser par 100. Donc, je vais avoir 450 10 à la puissance moins 9 mètres, qui est égal à 450 nanomètres. Pour 450 nanomètres, c'est vraiment un rayon lumineux visible parce qu'il appartient à l'intervalle 400
800 nanomètres. Maintenant, je vais passer pour voir l'étude, la suite de cours. Simplement, je vais essayer cette fois-ci de chercher la relation existante entre θ et la distance séparant l'obstacle et l'écran. Qu'on note en général, on la note D. En général, on la note D, mais ce n'est pas forcément toujours D. On peut avoir par exemple L. Donc je vais toujours faire attention à la notation, à la notation utilisée pour désigner la distance séparant l'écran avec l'obstacle. Avec la longueur de la tâche centrale. On la note en général L, mais ce n'est pas forcément toujours L. Donc, relation entre θ, I, L, I, T. Ça veut dire θ en fonction de L et T. Je vais reproduire la forme précédente. J'ai la tâche centrale. Dans les questions, toujours on aura cette question sur elles ont posé ce phénomène-là. Elles vont demander de déterminer la relation entre θ et ces deux facteurs. C'est obligatoirement de représenter ce schéma. Vous devez représenter ce schéma-là. Et à base de ce schéma-là, vous pouvez donner la démonstration. Cette longueur-là, c'est la longueur de la tâche centrale. Notez L. Le point, ce point-là, il est décalé de l'écran d'une distance D. Entre le centre de la tâche centrale et son extrémité, c'est θ. Donc, on a tangente θ est égal à cette longueur divisé par D. Est égal à L sur 2 sur T égale L sur 2T. On a θ est petite. Parce que ces longueurs des tâches et sont petites de grandeur 10 mm, donc θ, si cette longueur-là est minimale, donc θ sera minimale. Donc, d'une façon générale, on aura toujours θ minimale. Donc, est petit, ce qui dit que mathématiquement, tangente θ est approximative de θ. Il est proche de θ. Donc, je vais remplacer tangente θ par θ. Et j'aurai θ est égal à L sur 2T. Voilà l'équation ou la relation qui lie θ avec ces deux grandeurs. Puis relation, donc relation globale, relation finale. Je peux parler d'une relation finale. La relation finale qui lie L et D et lambda et A. Donc, pour la donc relation finale, on a déjà θ égale lambda sur A. Je la note, relation 1. Et θ égale aussi L sur 2T. Relation 2. Donc d'après 1 et 2, on a lambda sur A. Je m'excuse, ici c'est L. Lambda sur A égale L sur 2T. Donc voilà l'équation finale. Donc, comme question, si j'aurais ce genre de question, je devais faire cette démarche. Schématiser mon schéma, donner l'équation, ou la formule du tangente θ, passer par cette remarque et
puis donner l'équation précédente et faire la comparaison pour déduire la forme générale de la relation liant ces quatre caractères ou ces quatre termes. Maintenant, je vais voir un exemple. Exemple dans lequel je vais utiliser cette relation. Je vais me baser sur un extrait d'un examen national, comme le cas précédent. Donc, exemple. On a effectué une expérience dans laquelle on mesure, au lieu de mesurer l'angle de réfraction, on mesure L. En faisant varier A, ça veut dire en faisant varier les obstacles, ça veut dire les fentes. Pour la même chose, je vais utiliser millimètre moins 1, de telle façon pour que vous allez faire attention au millimètre moins 1. Je vais donner des valeurs. Par exemple, ici, je vais donner 14. Si je vais donner 2, 28, 4, je vais redessiner une autre fonction linéaire. Pour les valeurs, je vais mettre ici le millimètre. Dans les énoncés de l'examen dans lequel elles ont posé ces graphes-là, elles ont donné D qui est égal à 5,54 mètres. Question, déterminer la valeur de lambda. Donc pour moi, pour la détermination de la valeur de lambda, je n'ai qu'à écrire la formule de L en fonction de 1 sur A. Graphiquement, j'ai lambda L égale K fois 1 sur A. Et physiquement, j'ai L égale 2T multiplié fois lambda sur 1 sur A. Et quoi? L égale à quoi? L égale 2D fois lambda. 2T fois lambda multiplié fois 1 sur A. Donc L égale 2 fois T fois lambda multiplié fois 1 sur A. De la même manière, pour pouvoir résoudre cette équation mathématique, on a plusieurs méthodes à utiliser. Pour moi, la méthode la plus simple, c'est de laisser l'équation telle qu'elle est et de chercher et de remplacer ces caractères, ces critères cités dans mon équation par leur valeur. Je prends un point de mon graphe, par exemple celui-là. Ce point-là va m'en donner la valeur 14 pour L. Donc L, 14 mm, 10 à la puissance moins 3. C'est égal 2 fois D qui est donné dans les énoncés de l'exercice. 5,54. Quoi? Mètre. Donc j'ai rien à changer. Multiplié fois lambda qui est inconnu. 1 sur A, il est en 2. Si il est en mètres, je devais multiplier 2 fois 10 à la puissance 3, mais il est en millimètres moins 1, donc je devais le multiplier fois 10 à la puissance 3. 2, 10 à la puissance 3. Maintenant, c'est une équation de premier degré à un seul inconnu, donc qui est de résolution simple. Donc, lambda égale 14 10 à la puissance moins 3, le tout sur 2 multiplié 5,54 multiplié fois 2, 10 à la puissance 3, qui va être 14 10 à la puissance moins 6, le tout sur 4 multiplié fois 5,54 mètres. Je n'ai qu'à faire l'application numérique et trouver la valeur de lambda. Donc, on arrive à la fin
de phénomène de diffraction, puis on passe pour parler de phénomène de dispersion. Maintenant, on va passer pour voir le phénomène de dispersion. Phénomène de dispersion. Phénomène de dispersion. Dispersion, bien évidemment, de la lumière. Pour cela, on va utiliser un prisme de matière transparente de l'angle de sommet A. On fait envoyer un rayon lumineux vers cette face de prisme. Au point I, on va appliquer la loi de Descartes, qui dit qu'on devait dessiner la normale. Et ici, j'ai un angle d'incidence I1. De l'autre côté, j'ai un autre angle noté R1, ça veut dire l'angle réfracté. Le rayon continue sa dispersion. Ici, j'aurai le passage de prisme vers l'extérieur, donc je vais dessiner la normale et noter ce rayon, si je note cet angle L2, et ici j'ai la sortie de mon angle. On note cet angle I2. En absence de prisme, le rayon d'incidence normalement va se propager d'une façon linéaire. À la présence du prisme, il a dévié vers le bas, donc on parle d'un angle de déviation T. Maintenant, les 4 lois de prisme. 4 lois de prisme. 4 lois de prisme, j'ai ici un point I1, un autre point I2. Donc, au point I1, donc je note ce milieu-là de repère 1. La matière de prisme, je la note 2. Donc au point I1, d'après la loi de Descartes, c'est N1 multiplié fois sinus I1. N1 sinus I1 égale à N2 sinus R1. N1 multiplié fois sinus I1 égale à N2 multiplié fois sinus R1. Au point I2, j'ai au point I2 N2 sinus R2 est égal à N1 sinus I2. Puis, R1 plus R2 égale à A. Et finalement, I1 plus I2 moins A égale à T. Quelques remarques. La première remarque, c'est que si on travaille dans l'air, on a l'air, il est indiqué de repère 1, l'indice de réfraction de l'air sera 1. Donc je remplace N1 par 1. Donc, et j'aurai, si on travaille dans l'air, on aura au point I1, on aura sinus I1 qui est égal à N sinus R1. Et au point I2, on aura sinus R2 qui est égal à N sinus. On aura au point I2, on aura sinus I2 qui est égal à N sinus R2. Deuxième remarque. Si on fait envoyer un rayon lumineux polychromatique constitué de plusieurs radiations, de plusieurs couleurs, au passage de prisme, on aura la dispersion de ces couleurs.
Par exemple, si on fait envoyer un rayon lumineux blanc, à la sortie, on aura ici le spectre des rayons lumineux visuels. Donc, une autre façon de définir un rayon lumineux polychromatique, un rayon lumineux qui subit la dispersion au passage du prisme. Le contraire pour un rayon lumineux monochromatique, c'est un rayon lumineux qui ne subit pas de dispersion au passage du prisme. Donc, je peux adopter cette définition pour définir soit polychromatique ou monochromatique. Une autre remarque, si on fait envoyer ici un rayon composé par exemple, de deux rayons lumineux, quel est le rayon lumineux qui va subir plus de déviation? Le rayon lumineux qui va subir plus de déviation, c'est un rayon lumineux qui a la petite longueur d'onde. Par exemple, si on fait envoyer un rayon lumineux blanc, ici on aura le spectre des rayons lumineux visibles. Donc, quel est la couleur qui sera ici, la plus basse? Celle qui a la plus petite longueur de l'onde. Quelle est la couleur de la plus petite longueur d'onde des rayons lumineux visibles? C'est le violet. Donc, je note ici, on aura plus de déviation pour les rayons lumineux qui ont une faible longueur d'onde. Finalement, la dernière remarque, si, par exemple, j'ai cet exercice-là, j'ai dans les données, j'ai A, pour les données, j'ai N, et on me demande, j'ai IA, et la question, c'est de déterminer D, la démarche. La démarche, je commence toujours par la détermination de R1. Donc, à partir de IA, je peux calculer R1. Par exemple, ici, GI1, GN, je peux calculer R1. La même chose ici. Donc, je vais mettre ici la valeur 1, le repère 1, le repère 2, le repère 3 et le repère 4. Par exemple, on travaille dans l'air. J'ai dans les données la valeur de A, la valeur de l'indice de réfraction de la matière du prisme, j'ai la valeur de l'angle d'incidence et j'ai le travail demandé, c'est du calcul D. Donc je commence par la détermination de I1 à partir de cette loi. Donc connu, donc calculé. Donc à partir de la loi 1. J'ai maintenant calculé R1. Je fais passer pour calculer R2 en utilisant cette loi. J'ai R1 qui est trouvé, A est donné, donc je peux calculer R2. Donc après avoir, par la règle Tawa, j'ai R2. Et si j'ai R2, je peux calculer I2 en utilisant la deuxième loi. Trouver, ça veut dire calculer, donner, et donc I2 calcul. Donc en utilisant la deuxième loi. En trouvant R2, je peux calculer, en trouvant I2, je peux calculer finalement D. I2, il est déjà donné, il est calculé, il est donné, donc je peux calculer D. En utilisant la quatrième loi. Donc, on arrive à la fin de ce cours. Donc, on a fait un résumé qui traite les points essentiels du cours. Donc, on s'arrête à ce niveau-là. À la prochaine fois, Inch'Allah.